Bienvenue dans We Haïti Capable. We Haïti Capable. 3 mots qui résonnent différemment quand ils sont portés par une jeune politologue qui a fait de la participation citoyenne non pas un idéal abstrait, mais un projet de vie. Ce soir, cet épisode est différent des autres. Mon invité n'occupe pas encore de fonction officielle et n'a pas encore de titre institutionnel. Et c'est précisément ce qui rend cet entretien particulier. Elle représente ce que cette émission cherche à mettre en lumière depuis le début. Des Haïtiens qui agissent, qui construisent, qui refusent d'attendre. Une jeune femme qui est peut-être en train de changer quelque chose, discrètement, mais profondément, dans la façon dont la jeunesse haïtienne se pense elle-même. Son nom est Stéphanie Moïse. Elle a fondé un espace qui s'appelle Mentorat, c'est-à-dire un lieu de débat, d'échange, de réflexion sur la politique et sur la société haïtienne. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas une ONG de façade, c'est un espace où des jeunes haïtiens se ressemblent pour parler de ce qui va, de ce qui ne va pas et surtout de ce qu'ils veulent construire. Elle arrive dans cette émission à un moment charnière. Le processus électoral est en marche. L'inscription des électeurs s'ouvre dans les prochaines semaines. Le premier tour des élections présidentielles, législatives et locales est attendu dans le courant de cette année. Haïti n'a pas organisé d'élections depuis 2016. 10 ans. Et cette génération-là, celle de Stéphanie, n'a peut-être jamais voté de sa vie. C'est précisément pour ça qu'elle est ici ce soir. Parce que la question qui se pose n'est pas seulement « est-ce qu'Haïti peut organiser des élections ?» La question qui se pose est « est-ce que la jeunesse haïtienne va décider d'en faire quelque chose ?» Stéphanie Moïse, bienvenue dans We Haïti Capable. Merci d'être avec nous. Merci. Moi aussi, je suis très heureuse de participer à We Haïti Capable. Et je pense qu'aujourd'hui, on va parler de beaucoup de concepts et de sujets intéressants pour les jeunes et les femmes. Bon, commençons dans le vif du sujet. Bien sûr. On ne perd pas de temps. Vous avez fondé Mentorat. C'est un espace de dialogue pour parler de politique, de parler de société, projet de futur. Bien sûr. C'est un espace qui est caractérisé par une préoccupation des jeunes et qui fait en sorte que l'on refuse que la thème de politique et projet de société soit simplement une affaire de personnes installées, de personnes qui sont des professionnels dans le cas, et donner cette opportunité pour que cela soit un thème courant des jeunes. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Et où est-ce que vous en êtes? En fait, déjà, merci encore de m'avoir invité. Un grand plaisir, au contraire. Mentorat, j'ai eu l'idée de Mentorat parce que j'ai été à l'extérieur du pays quelque temps. Et là, ça m'a donné un peu de temps pour regarder la situation à l'externe avec un œil externe, en fait, en dehors du pays. Et là, j'ai compris que les jeunes doivent participer ou bien faire quelque chose pour le pays. Et là, je me suis dit que maintenant, je voulais parler de développement personnel et tout. Mais vu avec ce que j'étudie, les sciences politiques, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose qui porte un plus grand impact, qui inspire beaucoup de jeunes qui seraient intéressés par les sciences politiques et tout. Parce qu'en Haïti, les jeunes ont une autre conception de ce qu'est la politique. Parce que nous voyons en fait ce qu'on fait de ce concept en Haïti. Et donc, je me suis dit que ce serait bien de démystifier en fait ce concept de politique dans la tête de ma génération. Et aussi, je me suis dit que la politique, faire de la politique et le développement dont on parle, c'est l'affaire de toute la population. C'est l'affaire de tout le monde, des jeunes, des femmes et tout. Donc, essayer d'intégrer la participation de la jeunesse à travers ce podcast. Là, ils auront un espace pour échanger sur des sujets à thématiques politiques et sociaux. Là, ce serait mieux, en fait. Et Mentorat, pourquoi j'ai décidé de prendre Mentorat, c'est parce que je me suis dit, ce serait bien aussi de créer un espace intergénérationnel entre plusieurs générations parce que nous n'avons pas la même compréhension de la politique, nous n'avons pas la même compréhension du développement de pays. Donc, ce serait bien de prendre ces générations, de les mettre ensemble à travers un espace où ils pourraient dialoguer, échanger entre eux sur des sujets qui concernent la société. Mais parlons en termes pratiques et réels que vous vivez. Vous parlez à un jeune. Et on sait que la jeunesse, ce n'est pas simplement un phénomène haïtien. Bien sûr. La politique, ils la comprennent peut-être pas. Il y a une certaine désillusion. Moins d'intérêt, ils se disent pourquoi? Pourquoi je dois y prêter attention? Pourquoi peut-être je dois voter? Qu'est-ce que vous leur dites en termes pratiques lorsque vous avez un jeune de 17 ans qui vous pose ces questions?
peut-être par faute de connaissances, peut-être par faute en connaissance et faute disons, d'incentive. Qu'est-ce que vous lui dites en termes réels pour essayer justement de les engager? Je pense que généralement, quand je rencontre les jeunes, d'ailleurs, mis à part de mentorat, je rencontre beaucoup de jeunes à travers des formations, des conférences. La première question qu'ils se posent est... Faites en sorte... Moi, je suis un jeune. Je ne suis pas convaincu. D'accord. Hein? Qu'est-ce que vous me dites? La première question, en fait, que je pose aux jeunes quand on croise et quand on parle de ce sujet, c'est qu'est-ce que tu veux apporter, en fait, dans la crise actuelle? Est-ce que tu veux être un acteur ou bien tu veux être un passif? Tu veux être un spectateur? Et je pense que le changement que tu veux provoquer dans la société doit passer par l'action que tu poses quotidiennement. Est-ce que tu vas laisser ou bien continuer à ce que les gens choisissent pour toi? Est-ce que tu aimes la situation dans laquelle on évolue actuellement en Haïti? Et donc, si tu n'aimes pas, si tu n'apprécies pas, et si tu penses que tu as les capacités et les compétences nécessaires pour changer les choses, ne serait-ce qu'apporter ta petite pierre à la contribution, ce serait déjà quelque chose. Et ce serait déjà l'occasion unique de porter ta voix, ou de porter ce que tu fais dans ton domaine à un niveau supérieur pour forcer le changement. Moi, je le dis souvent, parce qu'on nous dit que la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Moi, je leur dis que vous n'êtes pas l'avenir, vous êtes le présent. Et le présent, ça se construit. Et ça se construit à travers les actes que nous posons tous les jours. Ça se construit quand on décide de s'engager. Ça se construit quand on décide de se former sur les questions politiques et de jeunesse, de société, etc. Donc, c'est vraiment le moment de changer cette mentalité où on doit attendre. Parce qu'on ne va pas rentrer dans la fonction publique à 50 ans. Donc, c'est déjà ici, à cet âge, qu'on doit commencer à se préparer pour occuper ces places à l'avenir. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui ont 28 ans, qui n'ont pas eu l'occasion de participer à un processus électoral, qui ne savent pas ce que c'est de débattre sur un projet de société et justement des éléments, qui ne savent pas comment s'inscrire simplement comme électeur, comment s'inscrire comme participant au processus électoral, que ce soit du local ou à d'autres latitudes, jusqu'à la présidentielle, pourquoi pas. Comment, via mentorat, vous leur donnez des éléments d'éducation civique et électorale pour qu'ils comprennent? Et je pense que comprendre est un élément de départ, et ensuite faire participer dans ce cadre. Nous aurons un programme très bientôt qu'on va mettre sur pied qui concerne vraiment les élections en Haïti pour la période actuelle. Et ce serait bien dans la mesure qu'on va mettre les jeunes, et un jeune de 28 ans, comme vous le dites, dans la réalité actuelle. C'est-à-dire, je pense que le problème, c'est que la population n'est pas informée. Nous avons un calendrier électoral, mais personne ne sait quand est-ce que ça va se faire. Nous avons aussi le décret électoral d'octobre 2025. Donc, on n'a pas pris le temps de le lire, de s'informer de ce qu'il faut faire. Donc, je pense que ce qu'il faut, l'important, bien l'essentiel, c'est de s'informer. Et c'est ce qu'on va faire avec les invités qu'on va accueillir et la jeunesse aussi qui aura à regarder, c'est de transmettre ces informations. Avoir une rubrique qui parle même du décret, qui parle du calendrier électoral et transformer ce mythe dans la tête de la jeunesse que il faut participer à tout âge, c'est ce que je dis souvent. Et aussi prendre la capacité de connaître ce qu'on appelle la capacité électorale. Donc, la capacité électorale, c'est déjà être âgé de 18 ans accompli, avoir sa carte d'identification nationale valide et aussi s'enregistrer et tout. Donc, je pense que ces informations, c'est toujours rester informé de ce qui se fait sur la scène politique, surtout dans la période électorale, pour être un acteur. Donc, on a plus ou moins 3 publics, non? Alors, on pourrait dire un public de jeunes qui ont des ambitions de rentrer comme candidats ou candidates à différents niveaux. Nous avons un public de jeunes qui pourrait appuyer le processus dans la conduction, et naturellement avec les autorités électorales, sous le CEP. Et nous avons un autre public, que ce sont les citoyens, qui, lorsqu'on parle de processus électoral, c'est pas simplement le vote en soi-même, c'est tout ce qui précède le débat sur un projet de société présenté par différents acteurs politiques qui essaient de convaincre. Comment vous jonglez sur ces trois publics qui sont différents? Bon, généralement, je pense que mentorat aussi, dans le nom, on voit mentor et on voit mentorer. Donc, c'est permettre que ceux qui ont déjà de l'expérience transmettre ces expériences à travers un public plus jeune. Et aussi, ça passe dans la formation, ça passe dans la connaissance. Ce que les jeunes doivent prioriser dans ces périodes, c'est de savoir et de connaître les choses, d'envahir les espaces. Pierre Bourdieu l'appelle le champ politique. Donc, c'est pas seulement venir écouter un candidat,
mais c'est aussi participer activement, c'est produire, c'est influencer dans son domaine. Donc, les différentes catégories de gens qu'on reçoit ou bien qu'on travaille avec, c'est ce qu'on leur dit souvent. On leur dit que vous devez investir dans le champ politique, vous devez aussi être un acteur engagé, vous devez aussi exiger un programme politique. Aujourd'hui, en tant que jeune, on ne va pas voter pour un slogan. Et je pense que c'est ce petit problème aussi que j'ai avec les experts en communication politique en Haïti, parce qu'ils misent beaucoup sur le slogan sans prendre en compte le programme que le candidat peut proposer aux jeunes. Nous sommes d'accord. Voilà. Et c'est pourquoi je pense que les jeunes, ils doivent vraiment mettre ça dans leur agenda ou bien dans les activités auxquelles ils prendront part. Exiger que le candidat présente un programme qui inclut la jeunesse, un programme qui a une politique publique vis-à-vis de la jeunesse, un programme aussi qui inclut les femmes dans les élections. Donc parlons à ces techniciens qui aujourd'hui vont alimenter ces programmes, bien sûr, quelle que soit la couleur politique. Ouais. Vous parlez aux jeunes, vous savez ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils demandent. Je suis certain qu'ils vont prendre note maintenant en vous écoutant. Que veut la jeunesse? Et comment justement, vous avez donné quelques éléments de réponse, mais qu'est-ce qu'ils vous disent ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelles sont leurs espérances, leurs craintes? Qu'est-ce qu'ils voient dans leur futur? Et comment justement les différentes couleurs qui veulent gouverner ce pays peuvent reprendre ces éléments par votre voix? Je pense que généralement, quand on accueille les jeunes, mais quand j'interagis avec les jeunes, il y a beaucoup de thèmes qui reviennent sur la table. D'abord, c'est la sécurité. Nous voulons rester dans notre pays désormais parce qu'on comprend qu'on est à l'aise que chez soi. Et donc, on veut étudier, on veut créer, on veut innover, on veut participer. Mais comment est-ce possible si on n'a pas un gouvernement qui est prêt pour assurer la sécurité des jeunes et aussi la dignité et le droit à la circulation? Je sais que je veux étudier, je veux m'engager, je veux créer, mais comment le faire si j'ai toujours l'intention que du jour au lendemain, je peux le perdre? Et aussi, d'autres sujets qui arrivent, c'est l'éducation et les opportunités économiques. Aujourd'hui, la jeunesse haïtienne, nous voulons des formations, nous voulons des opportunités pour apprendre. Et pas seulement des conférences et tout, où, voilà, les conférenciers, ils viennent, ils disent, ils prennent 2 heures, ils parlent d'un sujet, mais nous voulons des formations continues. Nous voulons des programmes où on peut vraiment intégrer le leadership, par exemple. Un programme où on peut parler de participation aux élections. Donc, juste pour informer le public de à quoi s'attendre et ce qu'on doit, en fait, proposer, en fait, pour les différentes politiques publiques qui viendront les prochaines semaines. Et aussi, une autre question qui se pose, c'est la participation citoyenne. Nous voulons participer, mais participer pas en tant que spectateur ou spectatrice, mais en tant qu'acteur. Et je le redis, et si nous n'avons pas... Mais que faut-il pour ça? Parce que nous voulons... Est-ce que vous devez demander de participer? Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire. D'abord, c'est institutionnaliser les mécanismes de participation de la jeunesse dans les politiques actuelles. C'est-à-dire les structurer. Inviter la jeunesse à vraiment prendre part de ces politiques. Par exemple, on peut créer un système de consultants de la jeunesse où ils viendront pour vraiment donner leurs idées et influencer le cours des choses. Et aussi, on peut parler aussi de la formation de la jeunesse. Je le redis souvent, miser sur la formation. Parce qu'une jeunesse qui est formée, une jeunesse qui est éduquée, qui connaissent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on doit exiger de tel candidat, ce ne sera pas une jeunesse qu'on peut berner ou bien qu'on peut manipuler facilement. Et aussi miser aussi sur l'organisation de la jeunesse, la force organisatrice de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui font beaucoup d'activités intéressantes, mais si on n'a pas une force massive sur un canal précis, cet impact serait moindre. Mais encourager les jeunes à s'organiser de manière massive pour produire un plus grand impact sur la société haïtienne. Parlons des jeunes femmes, qui est un thème important. Bien sûr. Vous les représentez ici ce soir. Bien sûr. Une jeune femme qui aujourd'hui est en train de penser à participer dans le processus électoral comme candidate. Généralement, elle a plus de défis sécuritaires, économiques, culturels pour l'inscription. Il y a des pas à prendre. Comment on peut faire en sorte que ces élections soient des élections où les femmes franchissent ce pas et on ait plus de représentativité dans le cadre des candidates à tous les niveaux, que ce soit législatif, présidentiel et local? J'aime bien dire ça. Parler des droits des femmes, surtout dans l'inclusion qu'on parle, ça ne veut pas dire qu'on se met en face des hommes.
ça veut dire qu'on exige une société où les femmes, les groupes sociaux, les groupes importants ont aussi les opportunités, une meilleure inclusion. Parce qu'une société qui inclut la femme dans les processus électoraux, par exemple, ou bien dans sa politique de développement, c'est une société qui mise sur l'avenir. Et parler des femmes dans les élections, c'est un enjeu mondial, en fait. Et je cite Simone de Beauvoir qui, dans son livre Le deuxième sexe, on ne naît pas femme, on le devient, elle le dit. Elle explique que être femme, c'est parfois, on le voit, les limites que nous opposent, c'est la société qui les construit. C'est pas nous, en fait, c'est pas naturel. Donc, je pense que ce qu'il faut faire pour encourager les femmes surtout, c'est renforcer les mécanismes d'accompagnement pour ces femmes. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui s'intéressent à la politique, qui veulent aussi participer, qui veulent aussi porter leur voix beaucoup plus loin, mais qui n'ont pas les bagages nécessaires pour le faire. Et je veux aussi dire qu'un pays ne va pas se baser sur « oui, on a besoin des femmes, les femmes sont là, mais quelle qualité de femmes qui seront là ?» Donc, ces femmes doivent être construites, elles doivent être éduquées, elles doivent être formées, elles doivent savoir ce qu'elles viennent faire dans les espaces de décision, n'est-ce pas? Et aussi, il y a un problème aussi qu'on va confronter, les femmes aussi, généralement, c'est un problème culturel. Généralement, en Haïti, on voit la politique comme une affaire masculine. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Parce que c'est Haïti capable, donc on va dire qu'est-ce qu'on fait? C'est déconstruire cette mentalité parce que ça me dérange en fait que quand je vois que les femmes qui atteignent un niveau beaucoup plus avancé de la politique et qu'on l'attribue à un don ou bien, je sais pas, une relation d'affinité. C'est-à-dire, on crache sur la capacité des femmes de militer ou bien d'avancer des projets, des programmes pour permettre le changement de leur société. On ne se rend pas compte que la moitié de la population est composée de femmes et qu'il y a beaucoup d'électrices dans cette... Exactement. Et qu'il faut leur parler. C'est aussi un accompagnement économique puisque faire les élections aussi, c'est les campagnes, c'est motiver plusieurs groupes, c'est aller se présenter et tout. Donc ça demande un capital politique, un capital social et un capital économique. Donc c'est-à-dire, est-ce que les institutions ou bien les sociétés, les entreprises, est-ce qu'ils sont prêts à financer une femme pour les élections. Donc, je pense que c'est déjà l'aspect culturel qu'il faut voir et déconstruire de la tête de la société haïtienne et aussi cet aspect politique et cet aspect qui est lié aussi au capital social, au capital économique et au capital, le réseau aussi. Donc, former le réseau entre femmes pour vraiment militer contre ça et aussi proposer de vrais programmes avec des femmes formées. Prenons un cas pratique. Vous avez parlé des prérequis pour les élections. Je suis un jeune... dans le cadre des actions que vous menez via votre espace de dialogue et de consultation avec les jeunes. Et je vous dis, je suis un jeune, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de réseau institutionnel, je n'ai pas de parti qui est pas derrière moi, mais je veux participer au niveau local. Qu'est-ce que vous lui dites? Laisse tomber ou tente ta chance et vous lui donnez quel conseil? Quelle est votre réaction? OK, moi, ce que je dis souvent aux jeunes, en fait, quand on se côtoie ou bien quand on intervient sur ces types de questions, c'est la vraie participation ou le vrai changement commence dans sa communauté. Et généralement, les jeunes, ils posent la question de « OK, je suis jeune, mais j'ai pas le réseau. » Et c'est ce qu'on disait aussi pour les femmes, j'ai pas le capital politique qui est lié au capital économique et au capital social. Et c'est l'engagement, en fait. C'est l'engagement qui construit ce capital. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut participer, qu'on veut être candidat, par exemple, et qu'on ne veut pas s'engager. Parce que déjà, il y a la confiance qu'on doit provoquer dans la communauté, ce qu'on fait, les activités qu'on fait pour les jeunes, pour les femmes, etc., pour les paysans aussi, miser sur l'agriculture et l'économie. Donc, tout cela va nous donner, ou bien va donner aux jeunes cette crédibilité. Donc, on te connaît déjà. Et aussi, il y a aussi, là je cite, comment il s'appelle, Albert Camus, qui dit que la vraie participation commence là où on commence à dire, bon, jusqu'ici on t'a accepté, mais au-delà c'est non. Donc, à nous les jeunes qui veulent se présenter, de se dire, on va se lancer. Et parfois on parle de le momentum. Bon, parler momentum, est-ce qu'on va attendre indéfiniment? Est-ce que c'est nous qui allons créer le moment aussi? Parce qu'on ne peut pas attendre indéfiniment pour provoquer le changement. Parce que c'est à nous de prendre cette décision et de se dire que c'est vrai qu'on est limité actuellement, mais on peut créer en fait des mécanismes, on peut créer des réseaux, on peut créer des opportunités pour vraiment se présenter aux élections. Je pense que c'est ça.
Donc, jeunes, engagez-vous, quelle que soit votre situation de départ. Engagez-vous, parce que c'est l'engagement qui, en fait, qui amène ou bien qui inspire confiance d'abord dans la communauté et qui inspire aussi les autres, je sais pas, des entreprises qui veulent investir, qui créent aussi le capital social, le réseau et tout, et qui vient aussi avec les opportunités économiques. Parlons d'une réalité que l'on connaît aussi, qui n'est pas une réalité généralisée dans le pays, mais c'est la réalité sécuritaire. Donc, nous avons aussi des barrières, disons, physiques, logistiques, de par la sécurité. Bien sûr. Quand un jeune vous dit « Moi, j'aimerais bien participer à vos espaces de dialogue, mais j'ai des difficultés pour, justement, traverser la rue. » Ce sera encore plus compliqué, peut-être, dans un cadre électoral. Comment les inciter pour que ce soit un élément qui ne soit pas un mauvais incentif pour qu'ils ne participent pas? Quand je dis que les jeunes doivent investir le champ politique, c'est déjà un problème structurel. Okay? C'est déjà un problème institutionnel parce que on est dans un pays où on parle de la démocratie et la démocratie, c'est l'accès à la participation politique de tous les citoyens, de tous les groupes sociaux. Et donc, comment inciter les jeunes à participer, à voter, s'il n'y a pas déjà un cadre pour les accompagner et les permettre d'avoir accès à ce pouvoir politique ou bien à remplir ces fonctions politiques. Et déjà, je pense que les jeunes qui sont déjà conscients de cette situation, avant même l'organisation des élections qui arrivent bientôt, on peut déjà, en fait, mettre l'accent sur ces problèmes. Mettre l'accent sur ces problèmes. Et aussi, moi, ce que je dis aux jeunes, c'est la résilience. En Haïti, nous sommes très résilients et nous sommes un peuple aussi qui a beaucoup d'espoir parce que on a connu beaucoup de choses, on a connu des catastrophes naturelles, on a connu beaucoup d'éléments qui pourraient en fait nous déstabiliser. Mais on est encore là et on veut participer et on veut intégrer l'espace politique. On veut continuer, on veut porter notre voix, on veut créer le changement. C'est cette flamme qu'il faut garder allumée, c'est cette jeunesse. Parce que la jeunesse peut participer, mais comment le faire? Et donc, l'important, ce n'est pas parler des barrières aussi, mais c'est de créer, en fait, chez le jeune, j'espère, la capacité de le voir en tant que leader, en tant que changement, en tant que pion essentiel pour faire avancer et évoluer les choses. Est-ce que vous avez une recommandation pratique pour que ce processus qui s'annonce soit sur un processus où, disons, la prise de décision, que ce soit dans les négociations politiques, que ce soit dans les accords au plus haut niveau, soit aussi une prise de décision qui ait une participation plus ample des jeunes, parce qu'on sait qu'il y a des réclamations des jeunes, disons, on est un peu mis de côté de la prise de décision et on veut faire entendre notre voix. Est-ce que cela commence par le vote? Cela commence par le vote, mais avant le vote, cela commence, comme je l'ai dit la dernière fois, par la conscience. Nous devons avoir une jeunesse qui est consciente que désormais, nous sommes la force démographique. Nous représentons une grande force. Et on appelle cela une force électorale latente. C'est-à-dire, nous avons la force numérique, la grande force en termes de chiffres, mais nous ne savons pas ce qu'on doit faire avec pour changer les choses, pour impacter les choses. Donc, c'est-à-dire, avoir une jeunesse qui est très consciente de cette force démographique déjà et avoir une jeunesse formée sur les questions de la société, de la politique, des élections surtout. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux jeunes, prenez le temps de vous informer sur tout ce qui se passe. Parce que c'est en vous informant que vous allez voir, voilà ce qu'il faut changer, voilà ce qu'il faut ajouter, voilà là où il faut ajouter quelque chose. Et donc, je pense que actuellement, la participation de la jeunesse est en train d'évoluer les choses sur l'agenda public, par exemple. Parce que maintenant, un candidat qui veut voter ou qui veut participer aux élections va prendre en compte le rôle de la jeunesse dans sa politique. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et donc, la jeunesse essaie de vraiment redéfinir ces rapports entre le candidat et le pouvoir désormais, parce que désormais, on doit mettre en place des systèmes de formation pour la jeunesse, et d'employabilité, par exemple, d'opportunités économiques. Donc, les recommandations devraient vraiment être là. C'est vraiment créer des espaces où la jeunesse va se sentir important et va se sentir un acteur à la fois social et politique pour non seulement inciter le changement, parce qu'on a vu en Haïti déjà beaucoup de changements de système de politique ont été
programmés ou ont été réalisés avec la jeunesse. Donc, c'est vraiment voir cette force de la jeunesse en Haïti et ne pas la laisser de côté, mais c'est pas aussi, parce que la force ne se donne pas, le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir se prend et se mérite. Donc, une jeunesse aussi qui est consciente de ça, il va faire tout ce qu'il dépend d'elle pour provoquer ces changements. Donc, voilà. Parlons d'un monde idéal. Je vais faire une supposition. C'est ça. On dit que la jeunesse, les moins de 30 ans, c'est à peu près 3/4 de la population. Oui. Assumons que ces 3/4 de la population, ils ont tous leur carte d'identité. Ils vont tous s'inscrire comme électeurs. Ils vont tous voter, ils ont tous participé dans les débats qui précèdent les votes. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer. Cette voie change. Mais en termes précis, qu'est-ce qui change? En termes précis, ça va changer un autre regard qu'on a sur la jeunesse. Parce que désormais, et c'est ce que je viens de dire, un candidat ne va pas faire un programme sans inclure la jeunesse. Donc déjà, ça va changer le regard qu'on porte sur la jeunesse en Haïti. Allons au-delà du regard. Le jeune qui est dans la rue, il dit « Oui, le regard, c'est bon, mais j'en veux un peu plus ». En quoi on peut traduire quelque chose de plus concret pour eux? Ça va aussi changer quoi? C'est aussi, ça passe dans l'organisation de la jeunesse. Ça va changer que la jeunesse va se sentir au centre de toutes les décisions qui doivent être prises. Et ça va aussi changer la capacité pour nous les jeunes d'occuper ces espaces politiques, la capacité de provoquer en fait des changements au sein des espaces politiques. Bien souvent, on attend des jeunes de voter, mais sans prendre en compte cette capacité qu'on a pour participer nous-mêmes dans les élections et provoquer le changement. Donc, c'est aussi ça. Ça va prendre en compte aussi la force de cette jeunesse, qui va être une jeunesse formée, bien sûr, mais qui va aussi être au cœur des élections, au cœur des débats, au cœur des campagnes et tout, et au cœur des changements que l'on veut en Haïti. Je vais terminer avec une question très simple et directe. Nous sommes le soir des premiers scrutins. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous fait, au-delà des résultats qui peut-être n'ont pas été annoncés, mais sur la base de vos vécus, de ce moment important, des réactions que vous voyez, qu'est-ce qui vous fera croire que oui, Haïti est capable? Ce qui me ferait croire que oui, Haïti est capable, ce ne sera pas seulement dans les résultats après les élections, le scrutin et tout, mais c'est voir au jour des élections les jeunes rassemblés massivement pour aller voter. Pour aller voter non pas un candidat, mais un programme. C'est entendre les jeunes dire « moi, je vais voter parce que mon avenir dépend de ce vote ». C'est aussi de voir l'attitude des jeunes dans les centres de vote et ce qu'ils font, en fait, avec cette capacité qu'ils ont de voter, de provoquer le changement. Et aussi de voir sur les réseaux les jeunes parler de ça, de la participation des jeunes. C'est ça aussi. Moi, c'est ce qui me ferait plaisir. Ce serait, en fait, la veille des élections, par exemple, où il y a beaucoup de jeunes qui parlent de « moi, je vais aller voter ». Moi, et qui rassemblent d'autres jeunes avec eux, qui font un faisceau pour aller voter ensemble. Ah, moi, je vais prendre mon ami, on va passer voter, parce que je sais qu'avec ce vote, c'est un pouvoir que j'ai pour changer l'avenir, pour changer le système et pour changer la façon dont on voit les choses en Haïti. Donc, c'est ce qui me ferait le plus plaisir, parce que autrement des chiffres ou des votes, mais il y a aussi l'attitude, il y a aussi le changement qui commence de la mentalité de ces jeunes, de l'importance de voter et de l'importance de croire qu'avec ce vote, ils peuvent créer un changement total en Haïti. Bon, sur ces paroles, je pense vous avez exprimé un souhait et on espère que ce souhait se réalise. Je suis certain que ce sera le cas. J'espère que des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui diront « je vais le faire ». Oui, Haïti capable. Oui, Haïti capable. Bien sûr. Et je voulais vous remercier, mais aussi vous féliciter pour le travail que vous faites avec les jeunes, qui est très honorable. Merci Stéphanie, encore merci. Merci encore de m'avoir invité. Merci. Haïti n'a pas voté depuis 2016. 10 ans, c'est une génération entière de jeunes Haïtiens qui ont grandi sans jamais avoir exercé ce droit, sans avoir vu de leurs propres yeux ce que ça fait de mettre un bulletin dans une urne et de se dire « ma voix compte ». Ce soir, Stéphanie Moïse nous a rappelé quelque chose que l'on a tendance à oublier dans les analyses politiques, que le plus grand risque pour cette élection n'est pas la fraude, ni la logistique, ni même la sécurité. Le plus grand risque, c'est l'abstention silencieuse d'une jeunesse qui pourrait être tentée de croire que rien ne peut changer. Mais cette jeunesse-là, celle de Stéphanie, celle qu'elle fréquente, celle qu'elle débat chez Mentorat,
celle qui se trouve dans les espaces de réflexion que des jeunes Haïtiens créent d'eux-mêmes, sans attendre permission de personne, cette jeunesse n'est pas résignée. Elle est en attente d'une raison de s'engager. Et si cette émission peut contribuer, même si modestement, à lui donner cette raison-là, alors ce soir a eu du sens. L'inscription des électeurs commence très bientôt. Elle dure jusqu'au 29 juin. Si vous regardez cette émission et que vous n'êtes pas encore inscrit, alors inscrivez-vous. C'est le geste le plus simple, le plus concret, le plus puissant que vous puissiez poser pour ce pays. Et si vous êtes jeune, si vous avez une idée, un engagement, une vision pour votre communauté, peut-être que ce scrutin est aussi fait pour vous. Pas seulement pour voter, pour vous présenter. Oui, Haïti capable, pas comme un slogan, comme un appel à vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Oui, Haïti capable.